Bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice instructif à plus d'un titre sur la décomposition de Dunford. Alors, on va voir en fait que quand on part d'une matrice A de Mn de C, bon, c'est quand même important d'être sur Mn de C, mais c'est pas non plus obligatoire. Il faut quand même être en caractéristique 0 pour tout vous dire. Eh bien, on peut obtenir une expression pour la décomposition de Dunford de A, une expression concrète. Et je vais essayer de vous convaincre sur une situation non triviale que on peut le faire avec une certaine récurrence dont on verra à la fin la vraie nature. La nature profonde et passionnante. Donc, je pars en fait d'une matrice A de Mn de C, voici son polynôme caractéristique, c'est, voici scindé, hein, puisqu'on est sur C, il est scindé, et on a les multiplicités, les valeurs propres lambda i et les multiplicités mi. Voici son polynôme minimal, avec les mêmes valeurs propres, mais avec des multiplicités ni. Vous savez qu'il y a un théorème qui vous dit que pour tout i, ni est plus petit est inférieur ou égal à mi. Et voici, alors ça c'est peut-être nouveau pour certains, je ne sais pas, ça c'est son polynôme semi-simple associé, c'est-à-dire c'est le même polynôme qu'il y a, donc avec les mêmes valeurs propres, sauf que les multiplicités ont toutes été remplacées ici par 1. Je vous rappelle qu'il y a un théorème, quand même, donc bon, vous profitez de cet exercice pour faire un certain nombre de révisions, et vous allez voir, il y en a pas mal. Il y a déjà un théorème qui dit que mu A divise qui A, alors ça c'est bien connu, c'est finalement un corollaire du théorème de Cayley-Hamilton. Vous avez un théorème qui vous dit aussi que P divise mu A, c'est-à-dire que toute valeur propre, donc tout lambda i, hein, qu'on retrouve comme racine de qui A, est racine de mu A. Donc ça, c'est un théorème connu dans la réduction. Ce qui fait que x moins lambda i divise mu A, et comme les lambda i sont distincts, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, ils le sont, vous vous en doutez bien, le PPCM, donc le produit des x moins lambda i, va diviser mu A. Donc vous avez cette double inégalité qui est omniprésente, hein, dans la réduction. Je fais un petit aparté pour les gens qui font des algorithmes, c'est-à-dire que à partir de qui A, vous pouvez directement trouver P. Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a quelque chose de vicieux, on a l'impression qu'il faut passer par la recherche de racines pour définir P. Eh bien, pas du tout. Ça, c'est une bonne nouvelle, plutôt. Une machine peut très facilement, avec l'algorithme d'Euclide, calculer P. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, il se trouve que P, c'est égal à qui A divisé par le PGCD de qui A et qui A. Vous voyez qu'au niveau des algorithmes, c'est vraiment un plus d'avoir ça. Parce que là, pour avoir P, ça voudrait dire que, concrètement, hein, ça voudrait dire qu'il faudrait passer par la recherche des racines, qui est forcément approximative. Donc, P, voilà, on a de la perte. Alors que ici, il n'y a rien d'approximatif. D'accord ? Vous avez un algorithme de Euclide qui vous calcule ça, et vous faites ça sur ça. Alors, donc, je vais appeler A égale D plus N la décomposition de Dunford de A. Et je vais faire juste une petite remarque, c'est que si mu A est égal à P, alors la décomposition de Dunford, c'est juste A égale D, ou si vous préférez, N égale 0. Bien. Pourquoi ? Parce que P est scindé simple, donc si mu A égale P, alors A est annulé par un scindé simple, donc il est diagonalisable, et comme il est diagonalisable, D plus 0, c'est une décomposition de Dunford de A. Voilà. A égale D. Bien. Réciproquement, si A égale D, alors mu A égale P. Bien sûr. Alors, pourquoi ? Parce que si A égale D, c'est la décomposition de Dunford de A, eh bien, ça veut dire que A est diagonalisable, donc mu A, qui est multiple de P, mais
mu A est forcément scindé simple, puisque A est diagonalisable, eh bien forcément, il ne lui reste que le choix d'être égal à P. Il ne peut pas avoir de multiplicité. Donc maintenant, je vais rentrer de plein pied dans l'exercice. La question, c'est montrer que si mu A divise P2, alors N est égal à P de A, P' de A moins 1. Bon, voilà. Donc on a une expression concrète pour la partie nilpotente, et donc pour la partie diagonalisable, parce que du coup, D est égal à A moins N, hein, donc ça c'est, on a la partie diagonalisable. Avec une hypothèse. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire l'hypothèse? Vous voyez que on a envie de le penser comme une récurrence, et que cet exercice est un pas vers la récurrence. Ici, vous avez mu A égale P, donc ça, c'est le cas diagonalisable, finalement, c'est l'initialisation, c'est le cas trivial. Et là, on fait un pas dans la récurrence, on regarde le cas où mu A divise P2, donc est un petit peu plus grand. Donc mu A, il va se balader entre P et qui A, d'accord? Au maximum, ça va être ça. Donc là, c'est la partie la plus catastrophique, en quelque sorte, du point de vue de la diagonalisabilité. Et mu A égale P, c'est la partie, où c'est diagonalisable. Donc là, on est dans un cas où on peut dire, c'est presque diagonalisable, en quelque sorte. Voilà. Hein, donc A est presque diagonalisable. Elle est non diagonalisable de force 1. Mais après, vous pouvez imaginer A non diagonalisable de force 2, où mu A divise en fait P4, après P8, etc., des puissances de 2 de P. Alors, c'est ça qui va nous intéresser, hein, ce côté premier pas vers la non-diagonalisabilité, et se rendre compte qu'on peut calculer concrètement, explicitement, hein, avec des moyens simples, la décomposition d'une forme de A. Voilà, donc l'exercice est là. Si vous voulez, vous pouvez le commencer à partir de ce moment-là. Mais je vais quand même donner des petites indications préliminaires et qui sont chacune très instructives. D'abord, P et P' sont premiers entre eux. Voilà. Le fait d'avoir un polynôme qu'on appelle semi-simple, c'est-à-dire que les racines sont toutes simples, eh bien, le polynôme semi-simple implique qu'on a ça. Alors regardez, hein, ça c'est assez facile, Q divise, si je prends Q non constant par l'absurde, hein, d'accord, je suppose que c'est différent de 1, ça veut dire qu'il y a un polynôme non constant qui divise les deux. Donc Q non constant qui divise P, le PGCD de P et P', donc qui divise P et qui divise P'. Donc comme Q divise P et qu'il est non constant, il va avoir une racine parce qu'il est non constant, et qu'on est sur C qui est algébriquement clos, et P de lambda égale 0, forcément, puisque Q divise P, donc le fait que Q de lambda égale 0 implique P de lambda égale 0, et donc ça veut dire que le lambda, c'est un des lambda J ici. Mais on a aussi, pour la même raison, P' de lambda égale 0, donc on va avoir P' pour ce lambda J qui est égal à 0. Mais non, parce que quand on fait le calculer la dérivée, avec la formule de la dérivée d'un produit, vous allez avoir K termes, si K c'est le nombre de lambda I distinct, là, et ici, ces K termes, quand vous allez faire P' de lambda J, il va y avoir K-1 termes qui vont s'éliminer, tous les termes qui contiennent lambda J, et les termes qui ne le contiennent pas, ça va vous donner en lambda J ceci. Donc P' de lambda J, j'affirme que c'est ce produit-là, c'est le produit des lambda J moins lambda I avec J différent de I, et comme les lambda I, ça je l'ai dit, j'en suis sûr maintenant, ils sont distincts, 2 à 2 distincts, eh bien ça c'est différent de 0, parce qu'on est dans un corps et que le produit non nul, ça fait non nul. Très bien. Et donc c'est absurde, parce qu'on avait dit que c'était égal à 0. Bon. Donc P et P' sont premiers entre eux, mais c'est un grand classique qu'il faut bien, je sais pas, placer quelque part dans nos alvéoles. Bon. Maintenant, 2.
grand classique aussi, si B est une matrice inversible de Mn de C, alors B-1 est un polynôme en B. Voilà. Plus généralement, B puissance n, pour tout n dans Z, parce que dans n c'est facile, mais dans Z est un polynôme en B. Alors, ça, eh bien, bon, il y a plusieurs méthodes, mais il y a une méthode très simple qui provient de Cayley-Hamilton. C'est que on a Cayley-Hamilton qui nous dit qu'il y a le polynôme caractéristique qui annule B. Et j'écris le polynôme caractéristique avec ses coefficients AI. Donc voilà la formule. Mais maintenant, comme B est inversible, son déterminant est non nul. Et le déterminant au signe près, c'est A0. Plus précisément, si on veut être précis, écrit comme ceci, A0 c'est moins 1 puissance n det de B. Donc comme B est inversible, det de B est différent de 0, donc A0 est non nul, et donc A0 est inversible. Et maintenant, avec une petite manipulation classique, on obtient que B-1, donc en multipliant cette égalité par B-1, et en passant ce qu'il faut là où il faut, bah ça fait moins B-1 est égal à moins 1 sur A0, facteur de ceci. Et donc on a B-1 qui est un polynôme en B. C'est pas terminé pour les préliminaires. Il m'en reste un quand même assez important. Alors le dernier point préliminaire, c'est que dès qu'on a un polynôme, R de C de X, alors on va le supposer de degré n par exemple, hein, alors il existe Q, un polynôme Q, tel que pour tout x et h dans C, R de x plus h, donc là c'est l'évaluation, est égal à R de x plus h R' de x plus h2 Q de x. Voilà, on va se servir de ça. Oui, en fait, si vous regardez bien, c'est la formule de Taylor, hein, polynomiale, comme R est de degré n, eh bien il se trouve que la série de Taylor, ça va être en fait un polynôme, puisque ça va s'arrêter comme ceci. Et donc ça commence par R de x, h R' de x, bon R est dérivable n fois, hein, et donc là je mets h2 en facteur à partir de là, et donc ce qui va me rester, c'est un polynôme en x, évidemment. Alors, prouvons donc le résultat. Hein. Je rappelle les hypothèses. On a P qui est la version semi-simple de qui A, hein, le polynôme caractéristique de A, le polynôme minimal de A qui divise P2, ce qui veut dire en quelque sorte que les multiplicités de mu A, hein, qu'on va rencontrer, hein, des valeurs propres, hein, dans mu A, sont juste inférieurs ou égal à 2, hein, donc les NI que j'avais définis tout à l'heure sont inférieurs ou égal à 2, c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Donc A est presque diagonalisable en quelque sorte. Et on a A égale D plus N. Voilà. On avait vu un cas trivial où N égale 0, d'accord, mais là dans ce cas-là c'est quand mu A égale P. Et là maintenant, c'est un peu plus compliqué, on a ça, mais pas beaucoup plus compliqué, et c'est ce qu'on va voir. On a D qui va être égal à ça, on a une expression de D et une expression de N, et c'est ça qu'on va montrer. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Pour montrer que c'est la décomposition de Dunford, on dit bien là, il faut montrer que D et N commutent, que N est nilpotent et D diagonalisable. Mais D et N commutent, c'est évident, parce que ce sont des polynômes en A. Tous les polynômes en A commutent. Hein, l'algèbre, la C-algèbre des polynômes en A est une algèbre commutative. Bien. En revanche, ce qui n'est pas tout à fait évident, c'est que c'est bien défini. C'est-à-dire que P' de A est inversible. D'accord ? Donc ça, il va falloir le voir tout de suite. Mais on a vu tout à l'heure, dans les préliminaires, que P et P' étaient premiers entre eux. Ce qui veut dire que P' et P2 sont aussi premiers entre eux. Hein, à partir du moment où il n'y a pas de polynôme irréductible en commun qui divise à la fois P' et P, il n'y en a pas en commun qui divise à la fois P' et P2, parce qu'il n'y a pas de nouveau diviseur irréductible dans P2 par rapport à P. Donc P2 et P', le PGCD, ça fait 1. Bon. Donc on va pouvoir appliquer Bezout. On a deux polynômes U et V tels que U, P' plus V, P2 est égal à 1. Et maintenant on évalue en A. Donc là on va avoir U de A, P' de A.
Là, on va avoir P2 de A, mais P2 de A, ça fait 0 parce que c'est un multiple du polynôme minimal. Et à droite, on va avoir l'identité. Donc, on voit bien que P' de A est inversible. On a même concrètement un inverse à P' de A. Bien. Déjà, ça, c'est pas mal. Maintenant, N, il faut montrer qu'il est nilpotent, parce que donc commute, ça on l'a dit, nilpotent. Bon, ben ça, c'est pas difficile, parce que N2, c'est P de A fois P' de A moins 1, le tout carré, par définition. Mais maintenant, comme ces deux matrices, et ça, faut bien le dire quand on est à l'écrit, ces deux matrices commutent, eh bien, le carré du produit, c'est le produit des carrés. Mais ça demande, attention, la commutation. Et donc ici, la polynomialité en A. Voilà. Et donc, ça fait P de A carré, P' de A puissance moins 2, du coup. Et donc, comme l'application qui a P donne P de A est un morphisme d'algèbre, P de A 2, c'est P2 de A. Ça, c'est la base. Hein. L'évaluation en A, c'est un morphisme d'algèbre entre K de X et les matrices. Bien. Donc ici, vous avez P2 de A, mais P2 de A, ça fait 0. D'accord ? Parce qu'on a ça. Toujours. Donc ici, ça fait 0. Et donc, N est nilpotente. Ben, comme on a dit qu'on n'était pas dans le cas où N est nul, ça veut dire que N est nilpotente d'indice 2. Bon. C'est un petit plus. Mais voilà. Maintenant, il reste à montrer que D est diagonalisable, et c'est là qu'on va se servir de la formule de Taylor, et du fait qu'on a une polynomialité de l'inverse. Allons-y. Je vais montrer en fait que P de D égale 0. À partir du moment où P de D égale 0, D sera annulé par un polynôme simple et simple, donc sera diagonalisable. Bien. Alors, je vais dégainer un polynôme S tel que P' de A moins 1 est égal à S de A. Effectivement, P' de A moins 1, d'après ce qu'on a vu en préliminaire, c'est un polynôme Q en P' de A. Voilà. Mais, comme P' de A, c'est déjà un polynôme, en A, bah, ça veut dire que c'est un polynôme d'un polynôme en A. Mais, donc, la loi rond respecte les polynômes, et donc, on a globalement un polynôme S en A. Voilà. Donc ça, c'est assez clair. Et donc maintenant, on va calculer P de A moins P de A, S de A. D'accord ? Maintenant qu'on a un polynôme S. Voilà. Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, justement, on va le calculer grâce à une formule de Taylor. Mais la formule de Taylor, je ne peux pas la faire directement dans les matrices. Je n'ai pas de formule de Taylor polynomiale sur les matrices, ou alors il faudrait que j'ai des théorèmes là-dessus. J'en ai pas. J'ai pas non plus une formule de Taylor au niveau des polynômes, mais j'ai une formule de Taylor au niveau des fonctions polynômes. Je vous parle de ce qui est au programme de la grille. Hein, donc. Et je vous conseille de bien regarder cette espèce de, comment dire, d'enchaînement de gymnastique hein, qui est classique dans les polynômes, pour passer de polynômes sur des réels ou des complexes à des polynômes. Donc là, c'est fonction polynôme, polynôme, polynôme d'endomorphisme. Vous voyez, c'est un développement classique, en quelque sorte, un enchaînement classique. Alors regardez, je pars de ma formule de Taylor polynomiale, dont j'ai parlé tout à l'heure, et là, ici, dans ce contexte-là, donc j'ai P de X moins P de X, S de X, donc ça va être ce que j'appelais H ici, donc le moins ici, P de X, S de X, c'était H, et je vais appliquer, c'est égal à P de X, donc ça, X, c'est un complexe, hein, donc ça fait P de X moins P de X, S de X, P' de X, voilà, plus P2 de X, S2 de X, donc là c'est le carré de ça, fois un certain polynôme Q de X pour un Q de... Voilà. Et maintenant, eh bien, comme c'est vrai, comme cette égalité est vraie pour tout X dans C, comme P est de degré fini, donc cette égalité, elle est vraie pour un nombre infini d'éléments, donc là c'est important de dire C est infini, donc regardez bien cet argument,
Donc il dépasse le degré de cette égalité. Et donc, si les fonctions polynômes sont nulles, alors les polynômes sont eux-mêmes nuls, et donc la différence entre ces deux polynômes-là, va être nulle. Donc on peut faire passer cette égalité au niveau des petits x à une égalité au niveau des grands x, c'est-à-dire de l'indéterminé, parce que c'est infini, et donc on a une infinité de polynômes nuls. Voilà. Donc on a ça au niveau polynomial. Quel est l'avantage? Qu'est-ce qu'on a gagné de passer de là à là? C'est que là, on peut évaluer. Là, c'était juste un complexe, on ne pouvait rien en faire, et là, on a x une indéterminée, et ça, on peut évaluer. Ça, c'est un vrai polynôme, alors que ça, c'était juste une fonction polynôme. Bien. Alors maintenant, on va pouvoir évaluer en A. Donc si j'évalue en A, ici, bah, là, je vais avoir A moins P de A, S de A, mais S de A, c'est ça, donc ça, c'est D. Donc ici, j'ai bien P de D. Là, j'ai P de A, moins P de A, S de A, P' de A, plus P2 de A, S de A, Q de A. Bon. Bien, eh bien, P2 de A, on a dit que c'était 0, donc déjà, ça, c'est nul. S de A, c'est l'inverse de P' de A, donc ici, ça va faire l'identité. Comme on a l'identité, là, on a P de A, mais on a P de A moins P de A, ça fait 0, donc P de D égale 0, et c'est terminé. On a montré l'exercice. Mais maintenant, je vais essayer de vous montrer, dans un petit épilogue, comment cet exercice peut devenir un joli développement, et un développement qu'on peut trouver dans Carnet de voyage en algébrique. Alors, en gros, quelle serait l'étape d'après? Bon, juste, je vous donne un aperçu. Hein, si MUA, au lieu de diviser P2, ben, on suppose qu'il divise P4. Donc là, on met un peu plus de mou, hein, si vous voulez. Eh bien, on va reprendre ce qu'on avait fait précédemment ici. On a une matrice B, et ici on a une matrice N. Mais cette fois-ci, bon, N reste nilpotente, parce que P4 de A, ça fait 0, donc elle est nilpotente au moins, parce que N4 égale 0. Mais ici, on a une matrice B qui, elle, n'est pas diagonalisable. Donc ces deux-là commutent, celle-ci est nilpotente, mais celle-ci, il n'y a aucune raison qu'elle soit diagonalisable. Mais par contre, en gros, elle va être un peu plus diagonalisable que A, dans le sens que mu B, on va montrer que ça divise P2. Voilà. Hein, donc on va pouvoir calculer par récurrence la décomposition de Dunford de B qui va nous donner une décomposition de Dunford de A au final. Donc voici un petit aperçu d'une histoire dont vous pouvez deviner qu'elle est un petit peu plus copieuse que ça, et qui fait un joli développement qu'on peut trouver dans Carnet de voyage en algébrie. Je vous conseille l'édition 2, qui va bientôt sortir chez Calvage et Mounet, où il y a des programmes hein, qui ont été concoctés par notre ami Quentin Chamussy. En appendice, vous trouverez un programme où vous allez voir, bon, on part du matrice A, on calcule le polynôme caractéristique, on calcule ce polynôme-là, donc j'en ai parlé tout à l'heure, il est facile à calculer, il n'y a pas besoin des racines, c'est un algorithme d'Euclide, et avec Bezout, on calcule P' de A-1, parce qu'on avait vu que c'était cet inverse, c'est un U de A, avec U qui a été un polynôme qui a été calculé par l'identité de Bezout. Voilà. Et par récurrence, hein, on va tomber sur la décomposition de Dunford en un nombre fini de coups. D'accord? Et même c'est logarithmique en la dimension n, logarithme de base 2. Parce que ça va sauter de 2 en 2. En gros, c'est une convergence quadratique, et cette convergence quadratique, elle est assez claire pour ceux qui connaissent la méthode de Newton. Hein, quand on a une fonction de R dans R, qui est dérivable, et puis il y a un certain nombre de conditions pour ça ne marche pas à tous les coups, mais voilà, et qu'on veut trouver un L tel que f de L égale 0, on peut trouver où est-ce que f s'annule,
Alors on utilise une suite xi, on part de x0, et puis on a une suite donnée par xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Si elle existe, voilà. Et elle va converger très rapidement, donc c'est une convergence quadratique. Quadratique, ça veut dire que, par exemple, les décimales approximant, elles doublent à chaque fois, au minimum. Donc imaginez ça en termes d'investissement, c'est énorme. Et ici, ce qu'on a fait, en fait, c'était une méthode de Newton. C'est-à-dire que on veut un polynôme en A, donc D, sera un polynôme en A qui est annulé par P. Et à partir du moment où il sera annulé par P, ce sera diagonalisable, et il y a des chances que ce soit la partie diagonalisable de A. Voilà. Et effectivement, on fait une méthode de Newton, c'est AN plus 1 égale à N, donc on part de A0 égale A, et on fait la récurrence, AN plus 1 égale à N, moins P de AN, P' de AN moins 1, donc ça commute, et ça correspond exactement, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, ça correspond exactement à cette méthode de Newton. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est une méthode de Newton pour la décomposition de Dunford. Si je dois terminer par une note d'espoir, c'est que, autant en analyse, la méthode de Newton, elle finit pas de converger, elle converge, oui, ça converge dans les meilleures conditions, mais pas en un nombre fini de coups. Alors que là, on est en algèbre, c'est de l'algèbre pure, et converger, c'est converger en un temps fini. Et ça, c'est joli, et même là, logarithmique. Donc voilà, les préliminaires, c'est fait. L'exercice, il est fait. Le petit épilogue, il est fait. L'autopromo, elle est faite. Et le petit recul avec l'analyse, c'est fait aussi. Il n'y a plus qu'à digérer tout ça.